Alors l'ennemi, c'est le SARS-CoV-2. Donc c'est un virus de la famille des coronavirus. Les coronavirus, on les connaît bien et d'ailleurs on les rencontre souvent dans l'enfance, par exemple. Mais la caractéristique de celui-ci, c'est qu'il est extrêmement contagieux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est disséminé sur toute la planète et qu'il peut provoquer chez un certain nombre d'individus des formes graves qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas d'autre arme contre ce virus pour arrêter cette pandémie. Alors, comment les vaccins ont pu se développer aussi rapidement? Eh bien, c'est grâce aux énormes progrès qu'on a fait dans cette science, qu'on appelle la vaccinologie, et notre capacité maintenant à développer rapidement, grâce à des nouvelles technologies, des vaccins efficaces. Et c'est une chance parce que il y a 20 ans, si nous avions été confrontés à ce même SARS-CoV-2, eh bien, nous aurions été dans une situation beaucoup plus difficile. Et nous ne serions pas en mesure déjà de lutter efficacement contre la pandémie grâce à des vaccins. Donc c'est essentiellement parce que la préparation, la fabrication de ces vaccins est devenue beaucoup mieux connue, beaucoup mieux maîtrisée. La technologie a fait d'énormes progrès. Alors ça ne veut pas dire, cette rapidité, que le développement du vaccin n'a pas été parfaitement rigoureux en termes de mesure de l'efficacité et évaluation de sa sécurité. Et pourquoi est-ce qu'on a pu aller plus vite? Eh bien parce que contrairement à ce qui se fait généralement dans les protocoles de développement de vaccins où on expose 2 à 3 000 volontaires au vaccin, eh bien pour celui-ci, on a mis des moyens beaucoup plus importants. Et ce sont plusieurs dizaines de milliers de volontaires qui ont participé au protocole de développement du vaccin. Donc, on a compensé la rapidité du développement par l'ampleur du programme de développement, en ayant ainsi suffisamment d'individus qui soient exposés au vaccin et pour lesquels on puisse mesurer d'une part l'efficacité et d'autre part la sécurité, la survenue d'effets secondaires. Grâce à cette large population de volontaires, eh bien, on a pu très rapidement établir la sécurité de ces vaccins. Donc, les deux vaccins dont nous disposons déjà maintenant en Belgique, qui sont les deux vaccins qui sont enregistrés à la fois aux États-Unis et sur le continent européen, sont deux vaccins à ARN messager. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un vaccin à ARN messager? Eh bien, c'est une technologie, une technique de vaccination qui est apparue, qui a commencé à se développer au début des années 90, donc il y a déjà 30 ans, ce n'est pas si nouveau que cela, mais qui a surtout connu son expansion au cours des dernières années, parce qu'on maîtrise bien maintenant cette nouvelle approche de vaccin qui consiste à injecter des petits morceaux du matériel génétique du virus, qui sont les parties de son matériel génétique qui permettent la production de ces protéines de surface. Et ce sont les protéines de surface contre lesquelles notre immunité va réagir. Donc, en injectant dans nos cellules ce ARN messager, nos cellules vont produire les protéines de surface et notre immunité va réagir contre ces protéines de surface et fabriquer des anticorps efficaces contre le virus, alors que nous n'avons pas été exposés au virus puisque nous avons été exposés qu'à un petit morceau de son matériel génétique. Alors, qui dit matériel génétique, évidemment, on se pose la question, oui, mais quoi? Est-ce que ça va modifier mon matériel génétique? Là, la réponse est clairement non. Pourquoi? Parce que ce petit morceau de matériel génétique du virus, il ne va pas atteindre notre matériel génétique. Il ne va pas rentrer dans le noyau de notre cellule, qui est le cœur de la cellule dans lequel se trouvent nos chromosomes, dans lequel se trouve notre ADN. L'ADN du virus ne va pas aller jusque-là. Il reste à l'extérieur du noyau cellulaire et donc il ne touche pas notre matériel génétique. Alors, nous disposons en effet actuellement de deux vaccins en Europe, en Belgique en particulier, le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, qui sont tous les deux des vaccins à ARN messager. On peut résumer les choses en disant que ces vaccins sont extrêmement proches
en termes d'efficacité, en termes de sécurité, en termes de type de dose, puisque les deux doivent être vaccinés en 2 fois à 3 ou 4 semaines d'intervalle. Donc pour nous qui allons nous faire vacciner, l'un ou l'autre, c'est tout à fait similaire, et donc il ne faut pas en privilégier l'un que l'autre. Je dirais qu'il faut privilégier le premier dont vous pourrez disposer, comme ça vous serez plus vite protégé contre le virus. Alors, dans l'avenir, nous allons disposer des vaccins qui sont développés selon d'autres modalités, je dirais plus traditionnelles. Ce sont des vaccins qu'on appelle à vecteur viral, où là c'est un autre virus qui est inoffensif pour nous, qui va porter une partie du virus SARS-CoV-2 et qui va induire notre immunité. On a moins de recul pour ces vaccins-là actuellement, qui sont les vaccins AstraZeneca et Janssen. On peut s'attendre à une efficacité de tout à fait bonne qualité. Sera-t-elle aussi élevée, 90 à 95%, que les vaccins ARN messagers? Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Il y aura donc un choix qui va s'élargir, mais voilà, ces vaccins ne seront pas meilleurs que les vaccins à ARN messager. Simplement, en ayant plusieurs vaccins qui se développent, eh bien, ça permet de vacciner de plus en plus de personnes, de répondre de plus en plus aux besoins. Mais à ce stade-ci, ne privilégiez pas un vaccin par rapport à un autre. Alors, quelle est l'efficacité de ces vaccins? Eh bien, elle est remarquable. Elle est remarquable puisque les 2 vaccins à ARN messager dont nous disposons aujourd'hui montrent une efficacité de 90 à 95% de protection après la 2e dose. Ce qui est beaucoup. Le vaccin de la grippe, par exemple, il offre une protection de 60 à 70%. Donc, en vaccinologie, une protection de 90 à 95%, c'est tout à fait remarquable. À partir de quand est-ce qu'elle s'installe? Alors, elle commence à s'installer après la première dose, donc après 10, 15 jours après la première dose. On a déjà un début de protection, mais cette protection est insuffisante. Elle ne dépasse probablement pas 50% d'efficacité. C'est pour cela que la 2e dose est importante, qui est effectuée 3 ou 4 semaines en fonction du vaccin après la première dose. Et là, après cette première dose, 10 jours après, on atteint les 90-95% d'efficacité. Donc, important de faire la 2e dose pour arriver à ce résultat. Alors, est-ce que tout le monde est protégé de la même manière? Et en particulier, est-ce que les personnes âgées bénéficient autant de ce vaccin? Alors, c'est évidemment une question très importante. Et pourquoi se pose-t-on la question chez les personnes âgées? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est la population la plus à risque de faire des formes graves de la Covid-19. Donc, c'est celle qu'on a envie le plus de protéger en priorité, bien sûr, et de manière très efficace. Et d'autre part, on sait qu'avec l'âge, la réponse de l'immunité, que ce soit à une infection ou à un vaccin, a tendance à diminuer. Eh bien, ici, les nouvelles sont rassurantes. Jusqu'à présent, tout ce qui a été étudié chez les personnes âgées montre une efficacité qui est proche de celle qu'on observe chez les plus jeunes, et donc l'efficacité sera probablement comparable en fonction des tranches d'âge à des nuances près, mais ce sont vraiment des nuances. Alors, bien sûr, nous nous demandons tous combien de temps nous allons être protégés par le vaccin, et c'est évidemment difficile de donner une réponse précise aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore de recul suffisant que pour savoir si la protection est de plusieurs mois ou de plusieurs années. Et elle pourrait être de plusieurs années, c'est tout à fait plausible, mais nous avons besoin de plus de recul pour le savoir. Ce que l'on sait déjà, en tout cas, c'est que les personnes qui ont fait la maladie, qui ont fait la Covid-19 et qui ont développé des anticorps sont protégées pendant plusieurs mois après leur maladie. Il n'y a pas de raison que ce soit différent avec le vaccin, puisque le vaccin va induire le même type d'anticorps au même taux, à la même quantité, donc la protection va certainement être de plusieurs mois, et on peut tout à fait espérer qu'elle soit plus longue. Maintenant, il est aussi possible, mais ça c'est l'avenir qui le dira, que nous devions de temps en temps nous revacciner
faire un rappel de vaccination, comme pour d'autres vaccins, c'est tout à fait possible, et nous l'apprendrons. Il est aussi possible que si le virus évolue, nous devions de temps en temps nous faire vacciner par un vaccin adapté à l'évolution du virus, comme on le fait par rapport à la grippe, ou comme vous le savez, on adapte le vaccin chaque année et on se vaccine chaque année contre le virus de la grippe qui circule cette année-là. Quel scénario sera celui du SARS-CoV-2 ? Aujourd'hui, on ne le sait pas encore, mais tout sera fait et tout est disponible pour que, quels que soient les scénarios, on puisse continuer à être protégé efficacement. Alors donc, bien sûr, quels sont les effets secondaires ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on a maintenant un recul et un nombre considérable de personnes qui ont à la fois participé aux essais cliniques qui ont permis le développement du vaccin, et puis d'autre part, on a maintenant plusieurs millions de personnes vaccinées dans le monde aujourd'hui. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun signal d'alarme par rapport à des effets secondaires graves. On peut bien sûr avoir des effets secondaires le lendemain, éventuellement jusqu'au surlendemain de la vaccination, c'est-à-dire un peu de température, un peu de courbature, un état un petit peu grippal, on prend de l'aspirine, on prend du paracétamol, tout ça disparaît, c'est la réaction du corps par rapport à la stimulation de l'immunité qui a lieu grâce au vaccin, mais il n'y a là-dedans rien de préoccupant, rien de grave. Alors, sur le long terme, bien sûr, on n'a pas encore de données sur le long terme, mais il faut savoir, d'une part, que ce morceau de génome viral qu'on injecte dans nos cellules et qui va provoquer la réponse de l'immunité, eh bien, il est très fragile et donc il disparaît très vite. Et donc, rapidement, après la vaccination, il n'y a plus aucune trace de cette vaccination, elle a disparu. Ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que tout vaccin, mais aussi toute infection, peut entraîner des réactions de notre immunité qui, chez certaines personnes, est anormale. Ça fait partie inhérente de toute ce qu'on appelle stimulation de notre immunité, quelle qu'elle soit, que ce soit un vaccin ou que ce soit une infection. C'est évidemment possible. C'est extrêmement rare, mais c'est possible. C'est toujours très difficile de savoir si le vaccin ou l'infection en question a un lien, parce que ça peut aussi être le hasard. Donc, ces manifestations, si elles surviennent, elles ne sont pas liées à tel ou tel type de vaccin. Elles sont liées au fait que notre immunité, chez certains individus, va répondre de manière anormale. Rappelons-nous que le SARS-CoV-2, lui, il a un effet extrêmement délétère sur notre immunité, puisque c'est via le dérèglement de notre immunité qu'il peut entraîner la mort. Donc ici, nous avons une arme pour lutter contre lui qui comporte peut-être un risque chez de très très rares individus d'un dysfonctionnement de l'immunité plus tard. On ne le sait pas, nous le verrons, mais voilà, gardons l'esprit ouvert. Mais il est là, ce vaccin, pour lutter contre un virus qui, lui, nous tue via le dysfonctionnement de notre immunité. Alors, est-ce qu'il est recommandé de se vacciner alors qu'on est malade? Mais ça, c'est une recommandation générale, quelle que soit la maladie et quel que soit le vaccin, on évite de se faire vacciner lorsqu'on est en phase aiguë d'une infection. Donc, il est toujours meilleur d'attendre d'être guéri, que ce soit du Covid-19, de la Covid-19 ou de toute autre infection, un gros rhume, une gastro, que sais-je. C'est toujours mieux de faire un vaccin une fois que les symptômes aigus sont passés, mais il n'y a pas de contre-indication. C'est une recommandation générale, ça n'est pas une contre-indication. Il y a d'ailleurs très très peu de contre-indications à ce vaccin. La seule contre-indication, c'est si on est allergique à une partie du vaccin qui est la substance qui protège ce petit morceau du génome viral qui s'appelle le polyéthylène glycol ou PEG. Et donc ça, c'est une contre-indication, mais c'est extrêmement rare. En dehors de ça, il n'y a aucune contre-indication à se faire vacciner.
Alors, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est dangereux de se faire vacciner si on a déjà des anticorps contre la Covid-19 ou si on a fait la maladie et qu'on a développé donc ces anticorps? La réponse est non. Il n'y a aucun danger. Il est même tout à fait utile de se faire vacciner parce que ça va provoquer un réveil, une stimulation de la réponse de l'immunité et donc renforcer la protection qui s'était déjà construite par le fait qu'on avait fait la maladie et développé les anticorps. Ici, on va renforcer la protection. Donc, c'est tout à fait recommandé de le faire, même si on a déjà fait la maladie, même si on a déjà fait les anticorps. Alors, en effet, on parle beaucoup ces derniers jours, semaines, des variants, et chez nous, c'est surtout variant britannique, variant sud-africain. Alors, les nouvelles, aujourd'hui, sont plutôt rassurantes, puisque les études montrent que les anticorps induits par les vaccins que nous utilisons aujourd'hui, donc les 2 vaccins ARN messagers, sont efficaces contre ces variants. On ne peut bien sûr pas exclure qu'un mutant apparaisse quelque part, qui soit moins sensible à ces anticorps. Ça, c'est quelque chose qui va être surveillé, évidemment, dans les mois, voire les années qui viennent. Mais ce qui est rassurant, c'est que grâce au progrès technologique, on peut aujourd'hui adapter rapidement le vaccin au virus. Et donc, si un virus mutant apparaît qui soit moins sensible à la protection par les anticorps induits par le vaccin, on peut modifier rapidement ce vaccin et induire une réponse immunitaire qui soit ciblée au virus variant ou mutant en question. Donc, on aura le doigt sur la gâchette et on pourra à tout moment s'adapter si c'était nécessaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Alors, mais comme je l'ai dit, si on n'a reçu qu'une dose, on n'a encore qu'une protection relative. Donc, on n'a que 50% de protection à peu près, ce qui est pas top, évidemment. Donc, voilà, ça réduit en partie le risque, mais ça ne nous amène pas au niveau de protection qui est l'objectif. Et donc, comme on l'a dit, la deuxième dose est vraiment tout à fait nécessaire pour arriver à un résultat de 90 à 95% de protection. Alors, c'est évidemment la question que nous nous posons tous. Est-ce que le lendemain de mon vaccin, en tout cas de ma deuxième dose, je vais pouvoir m'enlever le masque? Eh bien, la réponse est non. La réponse est non parce que le virus, tant que nous n'avons pas une couverture par le vaccin très large de la population, le virus va continuer à circuler et le fait d'être vacciné n'empêche pas, 1, de le rencontrer, 2, de l'attraper et donc de l'avoir éventuellement dans la gorge et donc de pouvoir le transmettre à d'autres. Ce que le vaccin va permettre, c'est que si nous attrapons ce virus, eh bien, il va probablement être beaucoup plus vite contrôlé, donc nous allons nous en débarrasser plus vite et nous avons beaucoup moins de risques de tomber malade. La probabilité de tomber malade sera extrêmement faible. Or, c'est surtout quand on est malade qu'on est contagieux, qu'on est transmetteur, donc ça veut dire que notre risque de transmettre est considérablement réduit par le fait d'être vacciné, mais il n'est pas supprimé et donc les gestes barrières resteront nécessaires tant que le virus circulera dans nos sociétés, c'est-à-dire jusqu'au jour où on aura une couverture vaccinale suffisamment large de la population. Alors, on vient de parler de la couverture vaccinale et donc il y a ce chiffre qu'on connaît bien maintenant, qui est l'objectif de au minimum 70% de la population qui doit être vaccinée. Comment est-ce que ce chiffre a été généré et connu? Eh bien, c'est par les modèles épidémiologiques et c'est par l'expérience qu'on a avec d'autres phénomènes pandémiques ou épidémiques. On sait que à partir du moment où cette proportion de la population, donc 70%, est protégée, la circulation du virus s'arrête et les 30% non vaccinés sont protégés par le fait que grâce aux 70% de vaccinés, le virus ne circule plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de 70%. Si on arrive à plus haut, c'est encore mieux. Et nous allons encore sortir plus vite de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant.
mais on peut en effet considérer que si on arrive à ces 70%, on a alors de bonnes chances d'enrayer la pandémie et de pouvoir retrouver une vie la plus normale possible.